Elles sont rares en politique en République démocratique du Congo, ces femmes qui acceptent d'être en face de journalistes pour décortiquer l'actualité de la semaine. Madame, Messieurs, ce dimanche, elle a accepté de venir une fois de plus sur notre plateau pour décortiquer l'actualité en RDC qui reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est du pays, mais aussi par la sortie médiatique du président de la République. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce numéro de Info 7 qui reçoit pour vous pour la énième fois Maître Arlette Odia. Bonsoir. Bonsoir Madame Nourila. Madame, Messieurs, je rappelle que Maître Arlette Odia est présidente d'une structure désormais devenue mouvement politique, le développement du Congo, un mouvement politique, donc CEDUC, voilà, c'est plus CEDUC, hein, CEDUC c'était collectif et maintenant oui, c'est devenu un mouvement Non, même en politique. Étant mouvement politique, c'est toujours le collectif pour le développement et l'unité du Congo. Alors, le collectif pour le développement du Congo est désormais un mouvement politique affilié au PPRD, parti cher à l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Maître Arlette Odia, un plaisir de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau. Le plaisir est partagé et puisque vous parlez de CEDUC, j'aimerais vous informer que le 1er mars. Le 1er mars, oui, dans quelques jours. Dans quelques jours, nous allons fêter nos 3 ans d'anniversaire. 3 ans depuis que nous avions catégoriquement refusé d'accompagner l'actuel président de la République dans la destruction du pays. C'est donc 3 ans de résistance. Je souhaite un joyeux anniversaire à mes camarades, membres effectifs de CEDUC et les sympathisants disséminés à travers le pays, à travers le monde. Alors nous saisissons aussi cette occasion pour souhaiter joyeux anniversaire au CEDUC et surtout courage à vous, Maître Arlette Odia. 3 ans, vous avez réussi quand même à faire entendre la voix de votre mouvement politique à travers le pays. Merci de nous avoir vraiment accompagnés. Je sais que nous allons continuer à résister jusqu'à ce que les choses s'améliorent dans notre pays. Alors vous avez dit quelque chose dans votre allocution en marge de cet anniversaire, prévu dans quelques jours. 3 ans, vous avez refusé d'accompagner l'actuel régime dans la destruction. Dans la destruction du pays, et vous en êtes témoin, je pense, tout le monde vit aujourd'hui, toutes les langues disent pratiquement la même chose. L'année où Félix Tshisekedi prête son serment en 2019, l'UDPS fêtait ses 38 ans d'existence en tant que parti d'opposition. Il avait célébré cet anniversaire au Stade des Martyrs. Souvenez-vous que les stades étaient presque remplis. Cette année, l'UDPS totalise 42 ans d'existence et 4 ans, je vais dire 5 au pouvoir. Ils ont été incapables de remplir une grande salle pour célébrer cet anniversaire. Ça signifie tout simplement qu'il y a des mécontents même au sein de ce parti politique. S'il y a des mécontents dans ce parti politique, imaginez combien il y en a dans d'autres partis politiques dans le pays et essentiellement chez nous au CEDUC. C'est pour moi une fierté dans le sens que beaucoup de choses sur lesquelles nous avions alerté et pour lesquelles certaines personnes ne croyaient pas encore, nous sommes tous en train de le vivre. Et quoi par exemple? Mais voyez la situation sociale, comment elle s'est dégradée au pays. Les taux d'échange qui est insaisissable. Les mêmes personnes qui hier louaient une maison, n'est-ce pas, on va dire à 50 $. Et pour avoir 50 $, il lui fallait 90 000, 100 000. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Certes, vous payez 50 $, mais pour réunir ces 50 $, vous devez avoir 140 000. Mais Maître Arlette Odia, est-ce qu'il faudra-t-il en vouloir autant à l'actuel régime, le régime de Félix Antoine Tshisekedi, dès lors que nous savons qu'il y a eu la Covid, qu'on n'attendait pas qui est arrivé, et la situation de l'Ukraine, qui a aussi impacté plusieurs pays comme la RDC? Oui, mais dans les mêmes circonstances, il y a d'autres pays au monde, en Afrique, qui se sont développés. Il y a des pays qui ont réussi à maintenir la stabilité sociale, économique de ce pays-là. Mais ici, c'est très compliqué. Vous avez vu comment l'insécurité est grandissante. Quand je parle de l'insécurité, ce n'est pas seulement l'Est, ce n'est pas seulement l'Ouest, mais même ici à Kinshasa,
Vous voyez comment c'est de plus en plus que l'on parle du phénomène Kuluna. Ça veut dire que les compatriotes ne savent plus à quel sens se vouer. Il y en a qui pensent qu'il faut maintenant emprunter des raccourcis, c'est-à-dire aller voler, aller tuer, aller ravir des biens appartenant à autrui pour pouvoir résoudre les problèmes fondamentaux. Mais est-ce que le phénomène Kuluna a commencé avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi? On peut quand même dire qu'il est en train de s'aggraver. Allez-y en prison aujourd'hui. Vous pouvez comparer la population carcérale qu'il y avait au moment où l'actuel président de la République venait aux affaires. Et en ce moment, je pense que ça a même doublé. Ce qui veut dire que les gens sont en train de souffrir et d'une souffrance intenable au point que il y a un paradoxe dans la vie de la nation, lequel il y a plusieurs églises, il y a peut-être aussi plusieurs écoles, mais l'éducation n'arrive pas à s'améliorer. C'est parce que c'est tellement difficile pour quelqu'un de rester sur ce qui lui avait été appris comme des bonnes manières, comme des valeurs par rapport à la misère qui aussi le fait souffrir. Alors, Félix Tshisekedi a passé ses 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Maître Arlette Odia, vous n'avez pas noté des points positifs? Je pense que lui-même a été en difficulté de les noter. Comment Félix Tshisekedi? Mais absolument. Il a fait un tout dernier point de presse où il a du mal à parler de ses réalisations. Si on doit parler par exemple de la gratuité de la maternité, souvenez-vous que nous étions en train de dire que c'est une bonne initiative, mais une initiative qui exige qu'avant sa mise en effectivité, qu'il y ait d'autres hôpitaux, voilà, qu'il y ait d'autres hôpitaux construits, qu'il y ait d'autres médecins mécanisés et placés dans les conditions de bien servir les patients. Lui a voulu brûler les étapes. Pourtant, brûler les étapes, c'est essentiellement, c'est brûler par étapes. Ils sont eux-mêmes en train de déplorer les cas des morts des mères. Voilà. Je crois avoir appris qu'il y a un centre médical fermé parce que... Les cas d'une dame qui était infirmière à l'hôpital Akram, qui n'a pas été voilà, même pas prise en charge, mais même acceptée. Hein? On l'a amenée à l'hôpital Ngalima, si je ne me trompe pas. Après Mamayemo, il n'y avait pas de place jusqu'à ce que cette dame est-ce que perde la vie. Dans ces circonstances-là, peut-on dire que la gratuité de la maternité a utilement servi ou plutôt... Mais il y a eu quand même des sanctions. Les mères, oui, les sanctions, elles arrivent pourquoi? Parce que il y a une mère qui a perdu sa vie et son enfant. Et une sanction peut-être aussi très mal placée parce que en fermant l'hôpital, vous n'allez pas remettre en cause le fait qu'il y avait d'autres patients. Quel est l'essor d'autres patients qui étaient là pendant que celle-ci n'avait pas été bien prise en charge et qu'elle a rendu l'âme? C'est tout ça pour vous dire que les dirigeants, ils prennent les choses, la vie de la nation avec beaucoup de légèreté et nous sommes convaincus de ne pas pouvoir marcher avec eux. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et je rappelle, vous l'avez bien constaté, que c'est un plateau féminin. C'est le ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics qui lance les travaux d'asphaltage de l'axe Kisangani, Bafouassende, Nyanya, Mambasa, Komanda, Luna, Beni. Un tronçon d'au moins 748 km. Ces travaux qui dureront 48 mois sont exécutés par l'entreprise China Construction Company, CCCC en sigle. Au nom de toute la population de la province de la Chopo, la gouverneure Madeleine Nikomba remercie vivement le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la concrétisation de sa promesse après avoir rappelé l'importance que revêt la RN4 sur le plan socio-économique en province de la Chopo. Tout pouvoir et toute autorité venant de Dieu, je m'en vais rendre un hommage tout aussi vibrant qu'est mérité
à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oint et instrument de Dieu pour ses efforts en faveur de la paix et dans sa partie orientale, en particulier où se situe la province de la Chopo. La réhabilitation et le bitumage de la route nationale numéro 4 représente un pas de géant vers la réalisation d'un réseau routier moderne, sûr et efficient qui favorisera la croissance économique, les commerces et les échanges entre nos provinces. Je saisis cette occasion et au travers moi toute la population de la province de la Chopo pour exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que le gouvernement national. Le ministre d'État des ITP, Alexis Gisaro Mouvouni, rappelle les contextes de concrétisation de ces projets avant de s'adresser à la population boyomèse en Lingala, l'appelant à s'en approprier et à le protéger. Route nationale numéro 4, Ezanzela, Ezanakatia, Balabala Mounene, Obabenga transafricaine. Alors, il y a que nous avons autant de silisa yango et ko changer l'économie de la province. Nous avons senga la wana malamu pour eza intérêt na bino population. Bongote bongote. Oh mutuka eza en panne, botiki mutuka na nzela. Makamwana bandeko totika yango. Oh bokomona batongi awa bakaniveau pour que mai eleka facilement. Et là, c'est le cas de le dire, une fois asphalté, ces tronçons aura un impact positif sur le vécu quotidien des populations de la Grande Orientale, du Nord Kivu, du Maniema, de Kinshasa et du reste de la République démocratique du Congo. Lancement officiel de l'enquête sur les conditions de vie de ménage en République démocratique du Congo. C'est la ministre d'État, ministre du Plan, qui a donné le go de ces activités initiées par l'Institut national de la statistique. La directrice générale de l'INES, Élisée Chauveau, s'est ici apaisantie sur l'objectif principal de cette enquête. Les CVM a pour principal objectif de fournir des données fiables sur l'ampleur de la pauvreté et des inégalités des ménages et des populations de la RDC dans l'optique de comprendre la dynamique des conditions de vie de population. Elle analyse les caractéristiques socio-démographiques et les conditions de vie de ménages en s'appuyant entre autres sur les études du marché du travail, l'éducation, la santé et le cadre de vie. Pour Judith Toulouka, ministre du Plan, ces investigations permettront également de comprendre l'évolution de la situation socio-économique de la RDC. C'est un immense plaisir au nom du gouvernement d'ouvrir ces assises qui permettront de comprendre, comme cela a été dit, l'évolution de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo depuis les dernières enquêtes 1, 2, 3 de 2012 et de l'enquête par grappe à indicateurs des ODD, EGI, ODD en sigle, effectuée en 2020. Financée par la Banque mondiale, cette étude va concourir à calculer le seuil de pauvreté monétaire du pays afin de permettre aux autorités de lutter ainsi contre la pauvreté. Ils sont venus de toutes les provinces de la République. Les délégations de médecins membres du SINAMED ont répondu présents à la cérémonie d'ouverture du 6e Conseil national combiné du tout premier congrès extraordinaire de cette structure syndicale de médecins. Juste après le mot d'ouverture prononcé par le président du comité d'organisation, le docteur Balebela, le secrétaire général du SINAMED, le docteur John Senga, a ici donné la quintessence de ces assises. Le Conseil national a pour compétence de veiller au strict respect des statuts, d'examiner et d'approuver les rapports d'activité du Bureau exécutif national, de prendre toutes les mesures indispensables à la bonne exécution des décisions du Congrès, d'orienter l'action du Bureau exécutif national, d'adopter les budgets et de contrôler la gestion matérielle et financière du Bureau exécutif national, de délibérer sur les rapports et les dossiers présentés par
la Commission nationale de contrôle et vérification et prendre les mesures d'exécution, de suspendre le mandat des membres du Bureau exécutif national et de la Commission nationale de contrôle et vérification, de tout autre membre en cas de faute lourde, incapacité judiciaire physique et ou mentale, ou encore d'incompatibilité du mal constaté par lui. Ce premier congrès extraordinaire du SINAMED va devoir statuer sur des questions urgentes, a renchéri le docteur John Senga. Le congrès se réunit tous les 5 ans en session ordinaire. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut être convoqué en session extraordinaire sur demande des 2/3 des membres du Conseil national. La convocation, l'ordre du jour, les lieux et la date du congrès sont de la compétence du Bureau exécutif national et doivent être portés à la connaissance des organes au moins 3 mois avant la tenue du congrès. À savoir que les travaux ont été lancés par le représentant du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Ouvertes ce jeudi 22 février, ces assises vont se clôturer ce samedi 24 février. Maître Arlette Dia, comment réagissez-vous au lancement d'une enquête sur les conditions de vie des Congolais? Madame, je vous ai dit que l'actuel régime est en train de détruire le pays. Quand l'État ne fonctionne pas convenablement, les citoyens souffrent. Ceux qui travaillent, ils ne sont pas bien rémunérés. Quand bien même ils sont rémunérés, leur argent ne peut pas servir à grand-chose dans le ménage. Vous verrez que de plus en plus, il y aura des manifestations des citoyens pour protester contre la vie chère. Mais ceux qui sont censés trouver la solution à ces problèmes, ils sont totalement ailleurs. Ils sont insensibles. C'est ça vraiment le problème. Parlons de la situation de l'employé ou du travailleur congolais. Je crois avoir rappelé sur votre plateau une fois que dans ce pays, on a connu une certaine époque où à chaque midi, les magasins étaient fermés. Les travailleurs prenaient la pause, aussi bien dans les sociétés privées que les sociétés de l'État. Tout celui qui avait le programme d'aller au marché surveillait sa montre pour dire « Ah mais s'il est 12 heures, je dois attendre après 14 heures. » Comme ça se passe actuellement sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, ça continue à se passer de la sorte. Mais dans notre pays, ça ne se passe plus de la sorte. Mais quand quelqu'un multiplie ses heures de travail, sacrifie ses heures de repos et n'a pas l'équivalent en rémunération, celui-là est en train de souffrir. Mais c'est une situation que l'actuel régime a héritée. Mais qu'est-ce qu'il fait pour que la situation s'améliore? Quand je parle de l'époque où les magasins étaient fermés à 12 heures pour se rouvrir à 14 heures, mais c'était avec l'ancien régime. Vous parlez du régime de Joseph Kabila? Mais ça commençait bien avant Joseph Kabila, déjà avec Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, son régime aussi avait continué. Vous savez que quand un régime tend vers sa fin, généralement, il y a un peu de relâchement. Donc ce relâchement est intervenu à la fin du régime de Joseph Kabila? Oui, et ça s'est aggravé à ce jour. Donc le travailleur congolais, il est laissé pour compte. La conséquence, c'est que la souffrance et la misère est en train de s'accentuer. Vous parlez du travailleur congolais. Aujourd'hui, plusieurs voix dénoncent les conditions de travail des Congolais qui travaillent dans les entreprises des étrangers. Vous en savez quand même quelque chose? Absolument. Jusqu'à un certain moment, on parlait de l'impunité. Les efforts étaient peut-être fournis, ça et là. Mais en ce moment-ci, il n'y a même presque plus d'efforts. Hein. Ils sont presque abandonnés à leur triste sort. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Un Congolais qui travaille... Pourtant, il y a la loi, oui. la loi qui organise le travail, qui n'est pas appliquée. Et que dit la loi? Mais la loi protège essentiellement le travailleur face à l'employeur. Mais dans l'effectivité, c'est l'inverse. Quand bien même les travailleurs est lésé dans ses droits et arrive à saisir les instances judiciaires, là encore, il est toujours perdant.
il n'a pas de moyens pour répondre aux besoins de la procédure. Il n'a peut-être pas de moyens pour corrompre la justice. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la justice, elle fonctionne essentiellement avec la corruption. Mais non. La justice de la RDC. Malheureusement, elle fonctionne avec la corruption, Maître Arlette Odia. Est-ce que vous pesez les mots? Malheureusement, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Aucun effort de la part des dirigeants pour que la situation change. Un Congolais qui travaille dans les entreprises des expatriés touche pour certains 7 000 francs, 12 000 francs. Alors qu'il y a l'État qui existe, on dirait que l'État n'existe pas dans ces pays. C'est pourquoi je sensibilise à chacune des occasions l'opinion qui me suit. Je rappelle aux Congolais les rôles qu'ils doivent jouer dans la vie de la nation. Et dans le cas d'espèce, si qu'ils doivent dire non, ils doivent dire non, savoir dire non, et au moment opportun, non aux antivaleurs. Vous rencontrerez un Congolais, par exemple, en train de souffrir. Il trouve des mots pour dédouaner le président de la République, pour dire, voilà, lui, il est de bonne foi, mais l'entourage, c'est l'entourage qui n'est pas bon. Mais à partir du moment où vous dédouanez le président de la République, vous trouvez de raison pour dédouaner le chef du gouvernement, mais vous cassez la chaise sur laquelle vous êtes assis. Mais Maître Arlette Odia, il y a certaines personnes qui estiment que vous demandez un peu trop à l'actuel régime. Est-ce que Félix Tshisekedi va changer le pays par un bâton magique? Mais il a déjà 5 ans au pouvoir. Pourquoi il doit continuer à avoir ce discours? J'ai récemment suivi à la radio quelques militants de l'UDPS en train de décrier le fait que l'actuel régime ne trouve que des raisons à citer Joseph Kabila, à citer Bouzé, à citer Mobutu, comme la raison pour laquelle ils ne doivent rien faire pour ce pays. Cela n'est pas normal. Ça fait déjà 5 ans qu'ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font pour les Congolais? Et puisqu'ils ne font rien, parce qu'ils savent qu'ils ne font rien, ils doivent partir. Et nous militons pour ça. Les Congolais prennent au sérieux notre sensibilisation. Nous sommes convaincus que ça va changer. À un moment, en RDC, on a parlé du projet Zéro Trou, vous vous rappelez. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas satisfait quand même des réalisations dans ce secteur sous le régime de Félix Tshisekedi? Parlons du programme Kinshasa Zéro Trou. Vous voulez savoir si je suis satisfaite ou non de la réalisation de travaux? Mais est-ce que lui-même est satisfait de la réalisation de travaux? Je l'ai suivi il y a quelques jours. Il a dit qu'il n'était pas satisfait. Figurez-vous que lors d'un des briefings du gouvernement dans son secteur, il a eu à dire que les projets étaient réalisés à 96%. Il y a quelques jours, il revoit ces chiffres à la baisse pour vous dire que c'est réalisé à 80%. Mais entre-temps, les Congolais qui réagissent... des infrastructures? Absolument. Entre-temps, les Congolais qui réagissent ne croient pas que c'est réalisé même à 1 seul %. Parce que ces Congolais disent que avant l'arrivée au pouvoir de l'actuel régime, toutes les grandes villes qui relient les centres-villes à Kinshasa, elles étaient praticables. Mais aujourd'hui, on dénonce quand même la qualité du travail qui a été réalisé. J'ai vu le président de la République lui-même vous dire que, d'après ces informations, une route est supposée résister pendant 10 ans, mais il ne comprend pas comment, à chaque fois que lui fait arranger ou réparer une route, c'est dans les 6 mois et dans les 1 an que cette route se dégrade et s'abîme. Ils sont convaincus, croyez-moi. Qui sont convaincus? Qu'ils ne font rien. L'actuel régime, les actuels dirigeants, ils savent qu'ils ne font rien. C'est un discours d'opposant, mais ils ont tout simplement... Ou la réalité? Je les prends au mot. Le ministre des Travaux publics a dit lui-même dans un débriefing avoir réalisé le projet Kinshasa Zéro Trou à 96%. Il y a moins d'une semaine qu'il vient de revoir pour dire que c'est à 80%. Le président de la République est passé sur les médias il y a quelques jours. Il vous dit qu'il regrette combien les routes ne tiennent pas 6 mois, 1 an après leur réhabilitation. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'ils ne font rien, qu'ils sont en train de détruire le pays. C'est ce que je vous dis. Je les prends au mot et les Congolais les vivent. Mais suivez, faites circuler votre caméra
et votre bico baladeur. Recueillez les avis des citoyens. Ils vous diront que les travaux publics, c'est un échec. Un échec patent. Mais qu'en est-il aussi des anciens projets, notamment Tchilé-Gelou, notamment 100 jours, la construction du port en eau profonde des Bananas. J'ai suivi le ministre des Travaux publics dire qu'il a mis en demeure les différentes sociétés d'exécution de tous ces travaux. Pourquoi? Parce que ces sociétés ne respectent pas leurs engagements. Mais là encore, je reviens sur la crise politique. Qu'est-ce qui pousse aux différents partenaires à respecter les clauses des engagements? C'est lorsque l'État lui-même respecte ses engagements, aussi bien avec ses partenaires. Et vous pensez que l'État congolais sous le règne de Félix Tshisekedi ne respecte pas? Absolument pas. Ce n'est un secret pour personne. Il ne respecte rien. Il ne respecte personne. Vous avez suivi le débat des Congolais. Il ne respecte personne, c'est ça? Rien ni personne. Vous avez suivi dernièrement les débats des Congolais sur le respect de la Constitution. À chaque fois que le président de la République s'aperçoit d'avoir méchamment et de manière flagrante violé la Constitution, vous l'entendrez dire que pour moi, les saluts du peuple, c'est la loi suprême. Mais n'a-t-il pas raison? Les saluts du peuple n'est pas à confondre avec la loi, madame. Les saluts du peuple, c'est ce qui découle du respect des lois qui existent. Vous ne pouvez pas créer une confusion entre les saluts et la loi. À partir de quel moment les saluts deviennent une loi? Il y a des lois que vous ne respectez pas. C'est lui et même celles qu'il crée. Vous parlez des lois qui ne sont pas respectées, tout ça, notamment en faisant allusion à la Constitution, mais on a quand même eu les élections dans ce pays, dans les délais constitutionnels, même si jusqu'au dernier jour, Maître Arlette Odia n'était pas sûr que la Constitution devait être respectée. Est-ce que l'actuel président de la République est fier des élections qui se sont tenues dans ce pays récemment? Il n'est pas fier. C'est pourquoi il veut se cacher derrière les tensions entre qui est congolais, Félix n'est pas fier. Il n'est pas alors fier qu'il a été quand même fier d'avoir respecté la Constitution en organisant les élections dans le délai constitutionnel. Le respect de la Constitution ne suppose pas seulement le respect de délai constitutionnel, ça suppose aussi le respect de l'élection en soi. Où est-ce qu'il est écrit qu'on peut tenir une élection, surtout présidentielle, en dehors 7 jours? Est-ce que l'actuel président de la République pouvait permettre que Joseph Kabila le fasse à son époque et sous son règne? Vous pensez que ce sont des faits qui vont passer impunis et inaperçus? Je ne le crois pas. Il y a dans la vie de la nation ce qu'on appelle la conscience politique. Cette conscience-là, on ne la trompe pas. Les règles du jeu, lorsqu'elles ont été établies, il nous incombe à tous de les respecter. Et ceux qui nous dirigent abusent de leur pouvoir, abusent de leur autorité pour chaque fois violer les principes, c'est leur problème. Nous continuons à sensibiliser ceux qui doivent justement nous confier la responsabilité de les diriger, c'est le peuple congolais. Il nous suit. Mais ce peuple, visiblement, a démontré son attachement et son accompagnement à l'actuel régime, le régime de Félix Tshisekedi. C'est vous qui le dites, madame. On l'a quand même vu le jour de la prestation de serment de Félix Tshisekedi. On a eu la RTNC qui a quand même montré les images de partout. On voyait comment ces peuples étaient dans la joie. Moi, je sais que la cérémonie de la prestation de serment, c'est quelque chose qui vient une fois, généralement, après les 5 ans. C'est un événement grandiose qui intéresse les Congolais, même ceux qui ne sont pas politiques, même ceux qui n'ont aucune liaison quelconque avec les élections telles qu'elles se sont passées, ainsi de suite. C'est comme... ça va même au-delà de tous les autres événements qu'on peut organiser, la francophonie. Il est normal que les citoyens viennent assister à une telle cérémonie. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils accompagnent ces régimes. Je n'ai pas suivi ce peuple-là entonner des cantiques à l'honneur de l'actuel président de la République.
Vous n'aviez pas suivi? Nous avions tous... J'ai suivi la cérémonie. Vous n'avez pas suivi de chansons à l'honneur de Félix Tshisekedi? Je n'en ai pas suivi, madame. Surtout pas tel que ça en avait été le cas en 2019. Mais quand même vous avez suivi, hein? Mais quand même vous avez suivi, Attendez, mais pas comme en 2018. Je suis en train de nuancer mon propos. Ok. Ceux qui vont dans un stade des martyrs pour célébrer ou participer à la cérémonie d'investiture, il y a des partisans du pouvoir, il y a d'autres citoyens. Alors, s'il y a une caméra... Il y a des curieux aussi. Il y a aussi des curieux. S'il y a des caméras qui vont filmer les partisans, il est normal que ceux-là soient en train de célébrer. Mais quand la caméra va faire le tour du stade et que l'on ne retrouve pas tous ces Congolais en train de chanter et de célébrer à l'honneur de l'actuel président de la République, vous ne pouvez pas me dire que tous ceux qui étaient là étaient venus accompagner le président de la République. Ils sont Congolais, ils sont libres de participer aux événements de l'État. Est-ce que, pour ne pas parler que des citoyens, mais les acteurs politiques, vous les avez vus accompagner cette manifestation? Vous avez vu mais on a eu quand même accompagner la manifestation? Une cérémonie qui a réussi de la présence quand même de plusieurs présidents qui sont venus de différents pays, ça vous dit rien? Mais après cette plusieurs délégations même. Vous savez pourquoi ça me dit rien? Ça me dit absolument rien que plusieurs autres présidents aient rehaussé de leur présence cette manifestation, parce que ils ne viennent pas pour l'intérêt des Congolais, chacun vient pour ses intérêts. La preuve, c'est qu'après cet événement d'investiture, vous avez suivi qu'il y a eu des contrats et des partenariats signés entre l'Union européenne et le Rwanda, entre plusieurs autres pays qui pourtant avaient participé à l'investiture de l'actuel président de la République, qui ont fait des partenariats avec les ennemis de ce pays. Ça veut dire que tous ces chefs d'État, ils ne venaient pas pour les beaux yeux de celui qui prêtait serment, ils venaient chacun comme un calculateur pour voir ce qu'il peut gagner dans notre pays. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après pour un autre débat. Affaire contrat chinois, l'Observatoire de la dépense publique et l'Association de défense des droits de l'homme montent au créneau. Ces organisations de la société civile dénoncent haut et fort le silence de la justice congolaise face à tous les abus qui ont été commis dans la gestion du contrat chinois de 2008 à 2023. Selon le rapport de l'IGF publié depuis le 15 février 2022, les contrats chinois est géré dans une opacité totale et ce au détriment de la RDC. Situation qui a poussé les chefs de l'État à mettre en place une commission chargée de contacter la partie chinoise pour renégocier le dit contrat d'une part et rééquilibrer les avantages d'autre part. Ce rééquilibrage a certes mis un terme au contentieux entre la RDC et les groupements d'entreprises chinoises. L'ODP Lassado estime qu'un autre contentieux concerne tous ceux qui ont participé à la gestion du contrat chinois entre 2008 et 2023. Ces derniers devront être déférés en justice pour avoir commis plusieurs abus. Ces organisations de la société civile demandent à cet effet au procureur général près la Cour de cassation à traiter minutieusement ces dossiers, mais aussi à engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui ont tiré profit du dit contrat au détriment de la population. La deuxième partie du contentieux, ce sont tous ces Congolais qui étaient impliqués dans la gestion de ces contrats qui n'ont jamais été poursuivis ni sanctionnés. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette conférence de presse, pour que les autorités congolaises, mais aussi notre peuple, ne puissent pas se contenter du résultat obtenu de la renégociation avec les groupements d'entreprises chinoises, mais que nous puissions nous mettre en tête qu'il y a des Congolais qui ont profité de ce contrat, qui n'ont jamais été sanctionnés. L'ODP Lassado projette de lancer une campagne de lutte contre l'impunité en RDC. Objectif visé, traduire en justice tous les mauvais gestionnaires des institutions de la République. Notons par ailleurs qu'avant la conférence de presse, une minute de silence a été observée en mémoire du chevalier de la plume Godé Kalonji,
inhumé le week-end dernier. Il fut donc très engagé dans la couverture des activités de la société civile. Madame, le mot est trop fort. Je n'ai pas l'impression d'avoir violé la Constitution. Je suis guidé, vous devez le savoir, je suis guidé par un seul idéal. Pour moi, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Pour moi. Et en tant que chef de l'État, je crois que je suis le mieux placé pour observer et comprendre où est le salut du peuple. Et en ce moment, vous êtes témoin, vous entendez les questions de vos confrères. Le pays fait face à une situation particulière. Mais il n'y a pas que la situation sécuritaire. Il y a d'autres éléments. Je parlais par exemple de la situation financière. Dans quelques mois, nous allons terminer la revue du dernier programme avec le FMI, la 6e revue. Mais c'est un moment historique et hyper important pour la République démocratique du Congo. Et vous voulez qu'en ce moment, parce qu'il y a eu un règlement que je ne critique pas, que je ne condamne pas, à l'Assemblée nationale, qui exige au ministre de se déterminer dans les 8 jours, vous voulez que nous mettions le pays en difficulté, dans une situation de fragilité, par rapport à la situation sécuritaire, par rapport à la situation financière, mais il y en a d'autres, même la budgétaire, parce que le budget qui va être voté en fin d'année, c'est maintenant qu'il commence à se préparer. Et il y a plein d'autres éléments comme ça que je peux... La situation diplomatique, parce que notre VPM Affaires étrangères et son adjoint, le vice-ministre, sont tous les deux élus, ils doivent partir. Mais nous avons un front diplomatique sur lequel nous sommes déployés. Vous voulez qu'on mette tout ça en question parce qu'il y a eu un règlement. Mais non, j'ai demandé conseil aux juristes. On m'a dit qu'il y a aussi l'article 110, je pense, de la Constitution, qui stipule que lorsque le Premier ministre dépose son gouvernement, il expédie les affaires courantes immédiatement après. C'est ce que je lui ai demandé. Les membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Jean-Michel Sabas-Moukonde, a décidé d'aller siéger à la Chambre basse du Parlement. Le président de la République a dit non et demande ainsi au ministre démissionnaire de continuer à expédier les affaires courantes. Maître Arlette Odia, vous avez suivi le président de la République sur cette question. Et que pensez-vous des arguments bien sûr avancés par Félix-Antoine Tshisekedi qui parle plus des situations auxquelles fait face les pays? Madame Noëlla Kambaja, le président de la République a violé la Constitution. Le président de la République sait qu'il a violé la Constitution. Il sait aussi que nous savons qu'il a violé la Constitution. C'est pourquoi il se cache derrière sa phrase fétiche. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Je vous ai dit ici que le salut du peuple n'est pas la loi suprême. Le salut du peuple découle de la loi suprême. Félix Tshisekedi n'a pas pris cette décision seul, il a consulté des juristes. Il a bien dit. Lesquels? Puisque les juristes sont unanimes sur le fait que la fonction de Premier ministre, membre du gouvernement, est incompatible avec la fonction de député national, de membre de l'Assemblée nationale. C'est incompatible. Ça, c'est la Constitution qui le dit, d'une part. Il y a aussi un arrêt de la Cour constitutionnelle qui l'a dit. Madame, voici ce que dit le président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Premier ministre suspend son mandat à l'Assemblée nationale en attendant pour lui d'expédier les affaires courantes. Mais on suspend ce qui a commencé. S'il n'a pas encore validé son mandat, il n'a pas encore fait valider son mandat, il ne peut pas les suspendre. S'il doit commencer par expédier les affaires courantes, ça veut dire que ce sera son suppléant qui va faire valider
son mandat. Non, mais les mandats des députés ont déjà été validés. Hein. Le fait déjà qu'il y ait mandat a été validé. Le fait qu'il y ait eu validation de mandat du Premier ministre en tant que député national, ça veut dire qu'à cet instant précis, il avait commis un cumul des fonctions et la conséquence, c'est qu'il devait perdre le mandat électif. Même la suppléance, c'est ce que dit notre constitution et sur ces points. Mais on a dit 8 jours, c'est pas 8 jours après la validation du pouvoir. C'est pas 8 jours. Pourquoi la constitution est stricte sur ces points? C'est parce qu'en démocratie, il y a ce qu'on appelle la limitation des pouvoirs et la limitation de pouvoir et la séparation des pouvoirs. On ne peut pas évoquer le fait que, puisque on est lancé sur un combat diplomatique, puisque la situation financière et sécuritaire exige qu'il y ait un gouvernement, que ceci viole la Constitution ou que ceci cumule les fonctions des membres du gouvernement, s'il vous plaît, avec les fonctions des membres de l'Assemblée nationale. Mais il n'existe pas dans une république des personnes indispensables. Ça n'existe pas. Si même la fonction du président de la République peut être empêchée, pourquoi celle de Premier ministre ne peut pas l'être? Il n'y a pas de vice-premier ministre qui ne soit pas élu dans ce gouvernement qui pouvait assurer l'intérim. Mais lui-même, le Premier ministre, en déposant sa candidature, en espérant une victoire à l'élection des députés nationaux, il savait que ça engendrait comme conséquence le fait de ne pas pouvoir continuer à exercer comme Premier ministre. Mais voilà pourquoi il avait déposé sa démission. Proclamé élu. Il a déposé sa démission, il a fait sa part. Le Premier ministre, il ne fait que bénéficier de la faveur d'une violation de la Constitution par le président de la République. En ce moment-là, on ne peut plus lui reprocher quoi que ce soit. C'est une faveur que lui a faite le président de la République en violation de la Constitution. Donc il a préféré sauver son membre du gouvernement au détriment de l'ensemble du peuple congolais. Parce que quand vous violez intentionnellement la Constitution, vous en tant que président de la République, ça veut dire que vous avez sacrifié votre peuple. Et croyez-moi, ces faits ne resteront pas impunis. Je voudrais ici vous dire qu'on vient au pouvoir pour identifier les besoins fondamentaux des Congolais et trouver des solutions à ces problèmes. Oui, mais c'est pas ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Quels sont les besoins? Les besoins de notre peuple, c'est le changement. Et les changements, naturellement, ils passent par le changement des régimes. À défaut d'un changement des régimes, il devrait y avoir un changement des gouvernements le plus tôt possible. Et si déjà les résultats de l'élection législative donnent lieu à un changement des gouvernements, même pour quelques semaines, ça pouvait constituer une bouffée d'oxygène pour les citoyens congolais. Vous ne savez pas combien de Congolais attendaient la démission du Premier ministre, c'est la majorité des Congolais. Combien de Congolais attendaient la démission des ministres par-ci, par-là? Parce qu'on a vu des gens festoyer le jour où certains ministres ont déposé leur démission. Mais alors, Maître Arlette Odia, vous êtes en train de parler des avantages que tireraient ces ministres démissionnaires. Mais pour l'instant, depuis la décision du président de la République, ils sont quand même soumis aux restrictions, non? Dans tous les cas, qu'il y ait restriction ou non, je veux vous faire remarquer que même l'avant-élection ressemble à l'après-élection. Les Congolais n'ont senti aucun changement. Les Congolais n'ont vécu aucune révolution dans la façon de faire, dans la façon d'agir de ceux qui nous dirigent. Lui-même, dans son point de presse, il dit qu'il brûle d'envie de commencer le travail. Ça veut dire que pour lui, son travail est suspendu. Ça veut dire que pour lui, en ce moment, il ne travaille pas, il ne fait rien pour les Congolais. Il attend l'avènement des nouvelles institutions. Et tout ça, ça pose un problème. Les Congolais ne méritent pas cette, on va dire, cette léthargie. C'est pourquoi nous,
Ne considérons même pas toutes ces institutions. Nous ne les considérons vous pas. Vous qui le séduque. Mais nous, essentiellement, les séduques, et surtout moi qui vous parle. Okay. Moi, je me suis engagée en politique avec une mission précise. Contribuer au changement dans notre société, contribuer au développement de notre société, contribuer surtout à la culture du respect des principes dans notre société. Alors, dans cette contribution, vous voyez rien de bien de l'actuel... Mais lui-même ne le voit pas, Madame Noëlla. Vous avez suivi son point de presse. Il est en train de décrier son propre gouvernement, sa propre action. Il vous dit que dans le secteur de la justice, il n'a rien fait, la justice, elle est malade. Il vous dit que dans les secteurs des infrastructures, il n'a rien fait parce que les routes s'abîment. Chaque fois, est-ce que ça fait mal? C'est lorsque Tshisekedi dit la vérité, c'est ce qui fait mal? Il n'est pas là pour dire la vérité. Il est là pour résoudre les problèmes fondamentaux des Congolais, madame. Vous n'allez pas vous laisser emporter par les simples paroles de ceux qui savent que, en disant la vérité, les Congolais vont oublier que nous avons la mission de résoudre leurs problèmes sociaux. Mais le fait que Félix-Antoine Tshisekedi ait changé plusieurs animateurs au sein de l'appareil judiciaire, cela ne démontre pas une volonté de son côté à voir la justice être réellement au service. Il n'y a aucune volonté dans les chefs de ceux qui nous dirigent de changer les conditions de vie des Congolais. À la limite, si cette volonté il y a, laissez-moi vous dire qu'elle ne suffit pas. Elle devrait être suivie des mesures concrètes. Mais quelle, par exemple? Ce qui n'est pas Quelles mesures, par exemple? Mais les mesures, c'est essentiellement veiller à ce que des bonnes élections se passent dans ce pays et que tout le monde soit dans les conditions d'y participer et que les Congolais sachent placer une confiance. Est-ce qu'on a empêché quelqu'un de ne pas participer aux élections? Bien sûr qu'il nous avait empêché de participer à ces élections à travers la violation par eux de nos droits. Soyez rassurés. Quel droit? Que nous n'avons aucun regret. Nous n'avons aucun regret personnel par rapport à ce qui s'est passé concernant les élections de 2023. Nous n'avons pas de regret parce que nous savons que vous avez quand même été surpris contre les murs. Parce que sur ce plateau, Maître Arlette Odia, jusqu'à la dernière minute, ne croyait pas à la tenue des élections. Mais je ne croyais pas à la tenue de ces élections. Je ne crois même pas qu'elles se sont tenues. Ah, vous ne croyez pas? Si vous voulez considérer qu'elles se sont tenues, peu importe les conditions dans lesquelles elles se sont tenues, ça c'est votre problème. Moi je suis acteur politique, j'ai une façon différente de voir les choses. Je suis convaincue qu'ils vont se cogner contre les murs. Si ce n'est pas avant 5 ans, ça sera dans 5 ans, peut-être même après 5 ans, mais tout compte fait. Lorsqu'un pouvoir commence en violation des principes, surtout sur la base de la violation de la Constitution, ils ne peuvent rien faire pour le pays, croyez-moi. Nous sommes en train maintenant, malheureusement, de regretter que je peux ne pas manquer à manger. Je peux ne pas manquer de quoi me vêtir. Mais il y a des Congolais qui vont le manquer suite à la mauvaise gouvernance, suite à l'application de l'arbitraire dans le mode de gestion du pays. Parce que, je le dis parce que actuellement, le pays est géré sur la base de l'arbitraire. L'arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe. C'est-à-dire que le président de la République peut violer la Constitution et dire que voilà, moi je voyais plutôt les saluts des Congolais. Et si les saluts de Congolais peuvent passer par la violation de la Constitution, pour moi, tant pis pour ce que diront que c'est la violation de la Constitution. Ça s'appelle de l'arbitraire, ça s'appelle de l'injustice, ça s'appelle aussi de la mauvaise foi politique. Pensez-vous que sur base de ces antivaleurs que je viens de citer, ils peuvent réussir à faire quelque chose? Est-ce que vous vous souvenez encore qu'il y a déjà 4 ans que le président de la République disait qu'Issa Loumé Banda, est-ce qu'on est en train de cueillir dans les 4 ans les résultats de ces dans les 4 ans là, le FCC qui était avec lui dans une gestion pendant 2 ans n'a pas aussi facilité la tâche au président de la République. Madame, je pense qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de parler parce que vous rappelez les 4 ans. Parce que vous rappelez les 4 ans, il faut se rendre compte de cette gestion avec le FCC. Je comprends bien votre souci de vouloir tout le temps présenter à l'opinion que le FCC n'a pas rien. Ce n'est pas un souci, c'est vous qui avez évoqué les 4 ans. Et c'est comme ça que je vous rappelle qu'il faudra tenir compte de cette gestion aussi. Madame, le FCC a suffisamment accompagné le président de la République en place
pour réussir son mandat. Le FCC. Lui-même a scié, il avait scié l'arbre sur lequel il était assis et cet arbre, c'était la coalition FCC Cash. Si vous voulez parler des réalisations de Félix Tshisekedi, certainement que vous parlerez de la gratuité de l'enseignement. Cette gratuité qui, certes, bat de l'aile, mais si on doit la prendre comme telle, c'est sous le règne de la coalition FCC Cash qu'elle avait été mise en place. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez encore reprocher au FCC. Je pense que c'était la meilleure des coalitions politiques. FCC Cash, la meilleure, selon Maître Arlette Ozia. Mais absolument, parce la meilleure coalition. Parce qu'elle avait pour conséquence de se surveiller les uns les autres. Mais alors que le président de la République prenait des décisions et que les ministères occupés par le FCC n'aient facilité pas la case. Mais pourquoi il venait à prendre des décisions qui contredisaient les accords politiques qu'ils avaient pris? C'est ça le problème. Vous convenez d'une chose entre acteurs politiques, puisque vous avez la signature et la décision et que votre partenaire politique n'est là pas, vous abusez de votre position, vous signez à l'inverse ou au contraire de tout ce que vous êtes convenu et vous imposez à la victime de vous accompagner dans cette violation. Madame, même à l'église, est-ce que ça se passerait comme ça? Non. L'église prêche le pardon, n'est-ce pas? Mais quand il arrive pour un dirigeant de l'église d'être cruellement, d'être méchamment vexé dans ses droits, il y en a qui réagissent. Si un membre de l'église peut réagir, pourquoi un acteur politique devrait ne pas réagir? C'est clair. C'est clair. Et ce mensonge, je pense qu'il est périmé. En ce moment, les Congolais voient plutôt un régime qui est né sur la base de la violation de tous les principes applicables dans une démocratie. Un régime qui ne fait que se justifier et n'est pas donné les résultats concrets. Vous parlez des mauvaises élections, mais c'était quand même une première en République démocratique du Congo de voir que pour on peut se dire la première fois, la Senko et le CC a quand même reconnu qu'il y a eu dans la course pour la présidentielle une personne qui a été largement élue par la Senko et la et les CC avaient pensé qu'en faisant cela, en accordant un semblant d'accompagnement au régime et au processus électoral, ils y gagneraient quelque chose, des dividendes, je ne sais pas de quelle nature. Malheureusement, ils ont aussi été surpris dans leur, entre guillemets, bonne foi. La preuve. Vous parlez de la bonne foi de la Senko et le CC? La preuve est que ils n'ont pratiquement pas pris part à la cérémonie d'investiture du président de la République. Souvenez-vous que les cardinaux n'étaient pas là, que le représentant de l'ECC n'était pas là. Mais sinon, les églises étaient représentées. En ce moment-ci, l'Église catholique et l'ECC ne se préoccupent pratiquement plus de comment la République est dirigée. Je viens d'apprendre qu'il y a certains membres du gouvernement qui ne sont pas d'accord avec la décision du président de la République, leur autorisant d'expédier des affaires courantes, et ils ont catégoriquement refusé de participer au conseil du ministre d'hier, le tout dernier. Donc, mais ils ne se sont pas quand même prononcés publiquement. Non, mais est-ce qu'ils ont besoin de se prononcer publiquement? Mais ils devaient quand même le dire, nous sommes habitués. Ils ne sont pas obligés de le faire, mais entre-temps, les Congolais notent le désordre, ils notent la cacophonie. Les Congolais ou c'est le président de la République doit se rendre compte que les gens ne seront pas toujours disposés à l'accompagner dans cette gouvernance avec arbitraire, même dans sa propre famille politique. Vous avez entendu les voix s'élever pour dire qu'on ne peut pas violer la Constitution jusqu'à ce point. Dans la famille politique du président de la République, bien sûr, je ne sais pas si vous n'êtes pas assez informé. Moi, je suis informée. Mais dites-nous alors. Je suis les médias, je suis les réseaux sociaux. Dites-nous ces personnes qui se sont prononcées. Non, moi, je ne suis pas leur porte-parole. J'ai lu et je note. Madame,
la Constitution, c'est quelque chose qui nous appartient tous, n'est-ce pas? Quand elle est violée, tout citoyen a les droits d'élever le ton. Et surtout quand c'est un acteur politique. Notre souhait est que les choses se vivent de manière convenable dans ce pays. Ce n'est pas parce que le FCC n'est ni dans l'opposition ni à la majorité, ce qui est le cas pour le moment, et que ça donne le droit à ceux qui dirigent de violer la Constitution. Non. Pourquoi continuer à la violer à ce point? Et j'ai toujours dit aux gens que nous n'avons encore rien vu. Avec l'UDPS, on n'a encore rien vu en matière de violation de la Constitution. Il n'en restera plus rien de cette Constitution. Plus rien. Parce que pour eux, c'est devenu un chiffon. Dans la Constitution, selon Maître Arlette Odia, est devenu un chiffon. Pour ceux qui nous dirigent, pour l'UDPS, c'est ça? Pour l'UDPS, pour le régime, pour le président de la République, en fait, pour ceux qui nous dirigent. Madame, Messieurs, place à présent au troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Septième jour depuis que les consultations ont lieu à Hilton Hotel. Pas une minute à perdre pour Augustin Kabouya. L'informateur a reçu ce jeudi 22 février d'abord l'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS, première formation politique de la RDC en termes de sièges engrangés aux législatives nationales et provinciales. Famille politique de Félix Tshisekedi, président réélu, est donc locomotive de la majorité parlementaire. Du coup, ça fait des grandes ambitions pour Deo Bizibou à la tête de la grande délégation. Forte de 70 députés, donc 70 députés de l'UDPS. Bien entendu, nous avons aussi près de 103 députés provinciaux. Donc l'UDPS est la première force politique au niveau national et dans les différentes provinces du pays. Les attentes de l'UDPS ne vont pas loin de la constitution du pays et des lois du pays. Ça veut dire que la constitution prévoit que le Premier ministre vient de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Or, nous, l'UDP Tshisekedi, nous sommes la tête de cette majorité. Donc nous attendons aussi, fort de ces moissons-là, dont nous sommes la tête, nous attendons aussi que l'un des nôtres, c'est-à-dire qu'un membre, un député de l'UDPS, soit aussi président de l'Assemblée nationale. Tout de même, l'adjoint au secrétaire général de l'UDPS et son groupe restent confiants quant à l'issue heureuse de la mission de celui qui apparaît à ce jour, aux yeux de beaucoup, excellent dans sa tâche de l'informateur. Très probablement dans une semaine, tout au plus, nous pensons que l'informateur pourra remettre son rapport au chef de l'État et qui pourra faire la suite du travail, notamment nommer le Premier ministre, et selon qu'il va apprécier. Là, nous sommes dans son pouvoir discrétionnaire. Nous n'avons pas manqué de le féliciter pour le travail, d'abord pour sa désignation par son excellence, monsieur le chef de l'État, comme informateur, mais aussi le féliciter pour le travail harassant. Ensuite, l'informateur, le député Augustin Kabouya, a consulté les regroupements politiques Action pour l'unité nationale, dont les premières impressions de membres ressortir consistaient à remercier le chef de l'État pour son choix d'un tel informateur. Avant toute chose, je réitère mes remerciements au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix de l'informateur que nous venons de rencontrer, un monsieur sage, un monsieur plein d'intelligence. En effet, la délégation de l'AUN apporte à la majorité parlementaire 8 députés nationaux. Nous venons de nous verser, de nous déclarer officiellement et solennellement comme les 8 députés que nous avons eus lors des élections du 20 décembre 2023. Les 8 députés désormais font partie de la majorité parlementaire pour accompagner le chef de l'État par rapport à son deuxième quinquennat. Il aura peut-être les réformes à initier, il aura des projets à initier que ça ne puisse pas bloquer au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut dire que l'unique souci qui habite l'informateur est celui de présenter au chef de l'État un travail méticulé dans un bref délai. Ça fait un peu plus de 25 ans que nous tournons en rond autour de cette histoire de M23 qui est l'émanation du petit Rwanda. Vous savez, moi je donne une chance et que le bruit de bottes cesse au niveau de l'Est. Vous savez, l'Est c'est aussi l'un des poumons économiques du pays. Alors qu'à tout moment il y a des bruits de bottes, on ne peut pas voir
du développement de ces coins-là. Moi, je souhaite à ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui le peuple congolais a donné tout son espoir, toutes les garanties possibles pour qu'il puisse amener en bien la destinée de la République, puisse réussir sur le plan diplomatique et bien évidemment sur le plan militaire pour que cette guerre-là cesse au moins définitivement. Je sais que le Rwanda, c'est un pays qui ne vit que de cette guerre-là. Ils essayent de mettre la main sur certains de nos minéraux, mais chose qu'on ne peut pas accepter. Comme un tout petit pays comme le Rwanda. Kagame, en soi, ce n'est pas un homme puissant. Ce sont nous, les Congolais, qui les rendons puissants. Le Rwanda, c'est rien du tout. 13 millions d'habitants. Ils n'ont que le café arabica comme richesse. Yo, osa Congolais, mais tu es supérieur par rapport à un Rwandais. Comment l'armée rwandaise pour trahir Mbokanayo? Nous devons bannir cet esprit de trahison à travers l'armée. Eh bien, le Congo reste grand et nous devons revêtir cet esprit de grandeur-là, la grandeur du Congo, et Yebanaka, Nabiso Batu. Soyons comme les Américains. Tout Américain, là où il est, il se croit être grand. Moi, je donne des chances extraordinaires au chef de l'État. Il doit négocier avec une tête haute, diplomatiquement et sur le plan du front militaire. Et j'estime qu'il y a de quoi espérer. Et je souhaite vraiment bonne chance au chef de l'État quant à ça. Maître Arlette Odia, nous nous rappelons que vous avez quand même promis que le président, l'ancien président Joseph Kabila Kabange devrait s'exprimer. Les Congolais ont attendu, voilà, j'allais dire, attendu ce moment. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Le silence de Joseph Kabila Kabange face aux situations ou à la situation socio-politique de l'heure en République démocratique du Congo inquiète. Qu'est-ce qui s'y passe? Si pour vous, le président Kabila est silencieux, moi je pense qu'il ne l'est pas dans la mesure où il continue à travailler, à se battre. Joseph Kabila? Pour le retour à l'ordre constitutionnel dans notre pays. Et nous, sa famille politique, ses camarades, nous sommes en train de continuer le travail dans l'opinion. Et le travail, c'est notamment la sensibilisation. Vous parlez du retour. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire, le retour de Joseph Kabila? Nous parlons d'abord du retour à l'ordre constitutionnel au pays. L'ordre constitutionnel, il est complètement détruit en ce moment. Vous le savez, le Premier ministre qui est à la fois député national, le président de la République qui considère cela comme normal. Tout ça, c'est un problème. Alors, il faut que l'on retourne à l'ordre constitutionnel. Et l'ordre constitutionnel ne peut pas revenir si le régime en place n'est pas tombé. Donc, nous militons, nous travaillons pour que ce régime parte. Une fois parti... Oui, mais le régime va partir après 5 ans. Les retours constitutionnels, oui, le régime va partir après 5 ans. Madame, je ne sais pas quand est-ce que ce régime va partir. Il peut partir avant 5 ans, il peut partir dans 5 ans, il peut partir après 5 ans. Avant 5 ans, par quel mécanisme? Je ne connais pas le mécanisme, mais je vous dis tout simplement que le temps est géré par Dieu. Ok, le temps est géré par Dieu. Oui, le temps est géré par Dieu. Attendez, Mouzé Désiré Kabila n'arrivait pas au pouvoir pour faire 3 ans. Il est pourtant parti. Dans d'autres pays, Bongo ne venait pas au pouvoir pour faire 1 semaine. Il est parti. Ce n'est pas seulement ces 2 pays, vous en connaissez plusieurs. Donc le souhait de ceux qui dirigent est celui de faire 5 ans au pouvoir. Mais les souhaits des autres est qu'ils partent le plus tôt possible. Dans le souhait de ces ducs et qu'ils partent le plus tôt possible. Mais cela est légitime, madame. On ne peut pas accepter que le pays soit gouverné dans l'arbitraire. Cela est légitime. Et pour qu'on en arrive là, il faut sensibiliser. Je connais un président de la République. Attendez, je connais un président de la République en Afrique. Je pense qu'il est décédé l'an passé. L'ancien président ivoirien. Qui a fui le pays à cause de la sensibilisation, à cause d'un peuple fâché. Il a voyagé pour ne plus rentrer. Donc, comprenez par là qu'il est possible qu'un régime
fasse 5 ans, plus de 5 ans ou moins de 5 ans. Le temps n'est pas pour moi un problème. Ce qui constitue pour moi un problème, c'est que ce pays doit être dirigé convenablement. Est-ce que Maître Arlette Odia, vous êtes en train de dire qu'il y a un plan que vous êtes en train de préparer? Mais quand je vous dis que les régimes peuvent faire plus de 5 ans, pourquoi cela ne vous inquiète pas? Quand je dis qu'il peut faire moins de 5 ans, c'est là que ça vous inquiète. Non, c'est juste pour savoir. Dire, non, il n'y a rien à savoir à ce l'avenir appartient à Dieu. Vous devrez savoir, tout ce que vous faites bien de le dire, l'avenir appartient à Dieu. Vous devez bien faire de dire aussi que le régime peut se terminer avant 5 ans, dans 5 ans ou après 5 ans. Pour moi, ces temps-là n'a pas beaucoup d'importance. Entre-temps, l'informateur est en train de faire son travail. Ce qui est plus important pour moi, c'est que nous retournions à l'ordre constitutionnel. Entre-temps, l'informateur est en train de faire son travail? L'informateur est en train de faire son travail. Ce qui est regrettable, c'est que dans ce pays, avec l'UDPS au sommet de l'État, l'on confond désormais le pouvoir discrétionnaire au pouvoir arbitraire. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qu'ils disent là, c'est pas ça le pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est le pouvoir arbitraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de principe. C'est le président de la République qui va choisir comme bon lui semble, qui sera Premier ministre, qui sera ministre, et à n'importe quel poste de responsabilité. Ça, c'est de l'arbitraire. Le pouvoir discrétionnaire intervient après que les principes aient déjà été établis. Attendez, s'il vous plaît. Quand, après les élections, la loi prévoit que les partis politiques doivent faire leur appartenance à la majorité, tout comme à l'opposition. Et là, vous avez aussi la nomination d'un informateur. Quand vous êtes dans la majorité, oui, quand vous êtes dans la majorité, on sait déjà c'est quoi. L'Assemblée nationale peut déjà renseigner sur les nombres des députés et les nombres de partis des familles politiques qui feront partie de la majorité parlementaire et qui finalement deviendra la majorité présidentielle. À partir de ce moment, on établit un principe. Le principe par lequel chacun ou chaque famille politique, chaque parti politique et regroupement politique, c'est que tel nombre de sièges au sein occupés au sein de l'Assemblée nationale vous donne droit à un poste ministériel. Autant de postes ministériels. Voilà, autant de postes ministériels. Alors, chaque parti politique sait par lui-même compter qu'en vertu du principe qui est établi, nous aurons droit à 5 ministres, à 5 postes au sein du gouvernement, ou à 2, à 3. Mais justement, à ce moment-là, le principe est déjà établi. Quand le principe est établi, les gens vont commencer, les partis politiques, pardon, vont commencer à désigner les leurs 2 ou 3 par poste ministériel. C'est en ce moment qu'intervient le pouvoir discrétionnaire. Vous désignez 3 personnes, 4 ou 5 à un poste ministériel quelconque. Alors le président de la République, il va d'abord respecter le principe qui est que vous avez droit à ces ministères, mais il va enquêter sur les personnes désignées par le parti politique concerné. Et choisir celui qui a le meilleur profil. Et c'est là qu'intervient le pouvoir discrétionnaire. Pas avant. Comme les autres le disent. Voilà, le président va se choisir selon son pouvoir, le Premier ministre. Les ministres, c'est pas ça le pouvoir discrétionnaire. Ça, c'est de l'arbitraire et nous combattons l'arbitraire. Mais il y a des gens qui estiment que votre combat, pardon, j'allais dire, s'inscrit dans une logique opposition, tout ce que le régime en place fait est noir. En un mot. Madame, je ne suis pas opposant au régime de Félix Tshisekedi. Je ne suis même pas membre de l'opposition au régime de Félix Tshisekedi. Je pense que ça, ce serait déjà reconnaître son autorité, son pouvoir et tout ce qu'il fait. Moi, je suis dans la résistance. Je vous dis que je suis en train de fêter 3 ans dans cette résistance. Une résistance qui m'indique de dire non à tout ce qui est anti-valeur dans la société. Tout ce que Félix fait, c'est noir. C'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est les mots que vous choisissez. Je vous dis ce qui n'est pas bien fait. À vous de me contredire pour me dire que non, là c'est trop dur ou c'est pas trop dur. Mais je sais chaque fois expliquer mes points de vue et les points de vue de Alors, Maître Arlette Odia, nous allons prendre ces derniers dossiers pour parler juste de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Quelques heures après la signature du protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières, Kinshasa n'a pas hésité à réagir et à dénoncer ce qu'il qualifie d'entente qui encourage le pillage des ressources de la RDC. Dans un communiqué rendu public mercredi, le gouvernement congolais dit attendre de l'Union européenne les éclairages sur ces dossiers qui fait référence à l'exploitation illicite des richesses naturelles sur le sol congolais par l'armée rwandaise. Dans ces textes signés par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, les autorités congolaises soutiennent que cet accord contrarie les engagements de l'Union européenne, notamment au point 26 du communiqué conjoint de la deuxième session du dialogue politique RDC-Union européenne tenu à Kinshasa en 2020. Ces engagements visaient à tirer profit de la mise en œuvre du règlement européen sur le minerai de conflit et les autres dispositions pertinentes pour renforcer la lutte contre l'exploitation illégale des minéraux d'origine de la RDC. À en croire Christophe Lutundula, les enquêtes du Parlement congolais ont démontré que les groupes d'experts de l'ONU et les organisations non gouvernementales nationales et internationales ont établi qu'à travers de multiples réseaux mafieux et des sociétés écrans montées par ses dirigeants, le Rwanda tire ses minéraux et autres matières premières stratégiques de la République démocratique du Congo. Lors de son accord, l'Union européenne avait rassuré que ce modèle de coopération offrira à son partenaire, le Rwanda, la possibilité de diversifier son économie et sera un moteur de transformation structurelle car il favorisera la valeur ajoutée. Le ministre de la Communication et Médias ne lâche pas prise quant au devoir de redevabilité. Ce jour, Patrick Mouyaya annonce un invité de marque. Fidèle et conforme à sa tradition, d'abord du respect de la volonté du peuple, mais aussi d'humilité, le président de la République a accepté de participer à cet exercice de redevabilité qui sera en réalité sa première prise de parole depuis son investiture. Et ce soir, nous avons l'immense privilège de recevoir dans le cadre de cet exercice de redevabilité le premier d'entre nous. Il a été massivement réélu il y a quelques jours et à peine aujourd'hui, au 22 février 2024, ça fait 32 jours qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Une première, 32 jours après son investiture pour un second mandat. Félix Tshisekedi dit sa passion pour cet exercice de redevabilité. Je suis un citoyen comme tous les autres. Et c'est une émission qui me passionne beaucoup, le briefing sur l'actualité. Et je m'étais dit, mais puisque en ce moment l'actualité est assez dense, pourquoi est-ce que je ne viendrai pas, je ne solliciterai pas une invitation aussi, en tant que citoyen congolais, de venir et de commenter l'actualité. Alors qu'il revenait du 37e sommet de chefs d'État de l'Union africaine, Tshisekedi annonce les trophées diplomatiques remportés par la RDC. Oui, bon, d'abord des trophées diplomatiques. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, fera partie de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'est très important. Et aussi, pour la première fois depuis très très longtemps, nous allons pouvoir, et c'est confirmé maintenant, ça a été endossé par l'Union africaine, nous allons pouvoir faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exercice 2026-2028. Ça, c'est aussi de l'acquis. Quant à la situation sécuritaire dans le Nord Kivu, le chef de l'État souhaite des discussions avec le Rwanda et non avec le M23. Le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant « C'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple.
pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Mais déjà, lors d'une tripartite, Angola, RDC, Rwanda, tout le monde est resté ferme à sa position. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion demandée ou convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président João Lourenço, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président João Lourenço, qui, je rappelle, est le champion, notre champion de l'Union africaine en matière de paix, et qui a été d'ailleurs désigné officiellement par l'Union africaine pour être le médiateur dans cette crise injuste nous imposée par notre voisin. Félix Tshisekedi a annoncé son déplacement à Luanda, en Angola, le 27 février prochain, afin d'être reçu par son homologue angolais sur la même question. Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Maître Arlette Odia, l'Union européenne a donc signé un protocole d'accord avec le Rwanda qui est reconnu aujourd'hui et identifié par plusieurs pays, pour ne pas dire le monde entier, comme agresseur de la RDC dans sa partie Est. Votre réaction?
Madame Noëlla, ceux qui nous dirigent en ce moment sont les seuls à être naïfs. Parce que tous les Congolais, je dirais même tous les Africains savent bien que les États interviennent dans des situations en fonction de leurs intérêts. L'Afrique sait que l'Occident a beaucoup d'intérêts dans son continent, c'est-à-dire l'Afrique, au point que elle est prête ou il est prêt à conclure n'importe quel accord si celui-là tend à leurs avantages. Alors, que le président de la République n'ait pas vu cela, au point d'être surpris qu'un accord soit conclu entre l'Union européenne et le Rwanda, pour nous, ce n'est pas une surprise. Et la meilleure façon de lutter contre l'insécurité dans notre pays, c'est de gouverner convenablement. C'est de s'arranger pour ne pas tricher aux élections, profiter de la fraude, organiser la fraude. Ça, c'est un problème. Mais j'ai vu le président de la République et les membres du gouvernement appeler à l'annulation de cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda. À la clarification même de cet accord-là. Moi, je suis convaincue que ça ne va pas arriver et que même si ça venait à arriver, ce sera tout simplement pour mettre la fumée aux yeux de ceux qui croient en ces gens-là. Moi, je n'y crois pas. Alors aujourd'hui, vous voyez quand même Corneille Nangaa qui apparaît aux côtés des M23. Je comprends tout simplement que... quand même. Je comprends, comme beaucoup d'autres citoyens, que de plus en plus, le M23 est en train de changer des formes. Dans le sens que, hier, elle n'était constituée que de ceux qui, autrefois, avaient accompagné l'UDPS, notamment à travers l'ancien ministre de l'Intérieur, Kankonde. C'est qu'a dit le président. Il a dit que les M23 étaient des amis de Kankonde et pas ses amis. Ça, c'est ce que nous avons compris. Hein? Alors, à ce jour, on voit une autre forme de M23 constituée d'autres Congolais qui n'avaient pas été avec eux avant l'élection de 2018, qui les a rejoints. Ça veut dire que la situation devient complexe. Alors, il faut, n'est-ce pas, chercher les meilleures solutions à ce problème. Alors, vous parlez des meilleures solutions. Qu'est-ce que la RDC doit maintenant faire pour mettre fin à cette situation? Qu'est-ce que ces membres-là du M23, aujourd'hui devenus AFC, demandent au régime de Kinshasa? Au-delà du fait qu'on doit condamner les tueries. Et moi, personnellement, et ma structure, nous considérons que tous ceux qui meurent à l'est de notre pays, ces morts sont à mettre sur les dos et du régime en place et des rebelles. Tous, ils doivent répondre de ces morts un jour. Mais donc, qu'est-ce que la RDC devra faire? Je voudrais d'abord noter que, d'autre part, ces gens demandent tout simplement que la République soit gouvernée convenablement. Que la Constitution... Je parle essentiellement de la nouvelle présentation du FCC et du M23 qui demande que la République soit gouvernée convenablement. Je suis en train de comprendre qu'au sein de cet M23, il y a certes des étrangers, il y a aussi des Congolais. Et quand on vous dit que le M23 avait été vaincu en 2013 sous le régime du président Joseph Kabila, il avait été défait. Quand on parle de défaire, ça veut dire que chaque citoyen regagne son pays. Ceux qui étaient Congolais sont rentrés au Congo. Ceux qui étaient Ougandais sont partis en Ouganda. Ceux qui étaient Rwandais sont rentrés au Rwanda. La structure, elle est défaite. Il n'y a plus de raison pour eux de se mettre ensemble. Mais quand après que l'UDPS ait conclu des accords avec certains de ceux qui combattaient les régimes de Joseph Kabila, ils ont réussi à se remettre ensemble. Et malheureusement, ils ont ratissé large en recrutant d'autres citoyens que tout le monde reconnaît congolais. Qui peut dire que Corneille Nangaa n'est pas congolais? Qui peut dire que d'autres figures qui s'affichent comme AFC en ce moment ne sont pas congolais? Il y a maintenant beaucoup de Congolais dans cette structure. Et ces Congolais-là, à ma connaissance,
ils exigent que la République soit dirigée convenablement. Et alors, les dirigeants ont le devoir d'améliorer leur gouvernance. Alors, Maître Arlette Odia, c'est complètement fini. Nous sommes presque à la fin. Un mot quand même par rapport à la levée du moratoire. Vous êtes d'ailleurs avocate. Vous savez bien que le moratoire de fait a été levé en ce qui concerne la peine de mort. Bon, moi, je pense que sur ces points, nos dirigeants prennent des choses avec beaucoup de légèreté, ce qui n'est pas correct. Il y a des raisons qui ont milité à l'abolition ou bien au moratoire de fait. Ainsi de suite. C'est pas avec des légèretés qu'on doit prendre la décision, soit de les maintenir, soit de les lever. C'est pas ça le problème fondamental. Le problème fondamental, c'est que les Congolais doivent vivre dans la sécurité, les Congolais doivent manger à sa faim, donc les besoins sociaux de base doivent être pris en charge convenablement par les dirigeants, et ne pas le faire, ils vont se cacher derrière des faux fuyants. Voilà, on a quand même fait quelque chose. Souvenez-vous qu'à une époque, il y en avait qui disaient, voilà le président de la République, Tshisekedi, il a des bonnes intentions, il a fait tomber son ministre de l'économie. J'avais dit, est-ce que c'est ça qui répond aux besoins d'améliorer les conditions sociales des Congolais? Non. Aujourd'hui, les gens ont fini par comprendre ce que je disais autrefois. Donc, il ne faut pas prendre des décisions cosmétiques, tout simplement pour les besoins de la cause. Il faut creuser, identifier les vrais problèmes de notre société et y appliquer les meilleurs remèdes. Alors, Maître Arlette Odia, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau et vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a encore eu le plaisir de vous suivre sur ce plateau en analysant l'actualité de la semaine. Déjà que le plaisir est partagé, j'en profite encore pour souhaiter un joyeux anniversaire aux CEDUC, aux membres des CEDUC qui fêteront les 3 ans de résistance aux côtés du président Joseph Kabila. Nous ne sommes pas prêts à lâcher cette bataille. Bien au contraire, nous sommes de plus en plus déterminés parce qu'en ce moment, les Congolais, de toutes tendances confondues, se rendent à l'évidence que le pays est très très mal dirigé, surtout avec la tenue des dernières élections complètement chaotiques et frauduleuses. Il y a la constitution qui est violée sans remords dans les chefs de ceux qui la violent. Donc nous devons continuer à militer pour que ce régime s'arrête le plus tôt possible. Autrement, on ne saura plus vivre dans ce pays. L'insécurité, elle est grandissante, il y a la faim, on va même parler de la famine parce que ça va au-delà de la faim. On manque pratiquement de tout et cela n'est pas correct. Nous ne pouvons pas rester insensibles. Je sensibilise le peuple congolais, l'opinion publique, parce qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans la vie de la nation et de sanctionner la gouvernance lorsqu'elle n'est pas bien faite. Alors, Maître Arlette Odia, je sais que c'est complètement fini. Le président Félix Antoine Tshisekedi avait quand même tendu la main à tout le monde. Est-ce que le CEDUC, est-ce que Maître Arlette Odia est prête à répondre favorablement si l'offre venait vers vous pour maintenant apporter tout ce que vous voulez pour la reconstruction de ce pays? Parce que vous avez dit, vous militez pour le respect et le bien-être des Congolais. Oui, je pense déjà que cette offre ne va pas venir parce que nous émettons sur des zones différentes. Moi et ma structure, nous militons pour le respect de la Constitution et des principes démocratiques. Ceux qui sont les ténors du pouvoir en ce moment dans notre pays, ils militent contre le respect de la Constitution et contre le respect des principes. Ça veut dire qu'on ne pourra même pas se mettre d'accord sur ce point. Ajouter à cela le fait que j'appartiens à une famille politique, la famille politique du président Joseph Kabila, vous connaissez sa position. Plusieurs étaient avec vous, mais ils ont quand même traversé. Ça, c'est eux. Peut-être qu'ils n'avaient pas... Peut-être que Maître Arlette Odia va aussi traverser, rentrer d'où elle vient. Si seulement j'ai milité pour avoir des postes, croyez-moi, je serais déjà partie. Mais je ne milite pas pour ces postes-là. Je milite par contre pour qu'il y ait une justice qui s'applique dans ce pays. Je milite pour le bien-être des Congolais et sachant que ce bien-être passe par les respects de principes et que ceux qui nous dirigent ne respectent pas les principes, ils définissent mal les saluts du peuple, ils les comparent à tort
à la violation des lois et des principes, je ne suis pas sûre de pouvoir cheminer avec eux. Je préfère militer derrière cet homme mystère, cet homme particulier à qui le Seigneur a doté de tous les atouts nécessaires pour convenablement diriger ce pays. Je suis en train de parler du président Joseph Kabila Kabange et aussi de tous les autres membres du FCC, avec une mention spéciale au secrétaire permanent du PPRD, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari. Qui a presque disparu. Hein. Il n'a pas disparu, il est en train de travailler d'arrache-pied. Et il est par contre beaucoup plus concentré. Je pense que dans quelques jours, il pourra libérer sa parole. Merci bien, madame, messieurs. Je rappelle que Maître Arlette Odia est présidente du mouvement politique collectif pour le développement et l'unité du Congo qui milite depuis un temps aux côtés du PPRD de Joseph Kabila Kabange. Merci d'être passé et d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous dire merci, Madame Noëlla Kambaja. Merci, Madame, Messieurs. Certainement, vous avez aimé cette émission. N'hésitez pas de nous écrire et surtout de faire encore de propositions. Merci parce que vous avez été nombreux à attendre ce nouveau numéro et à les suivre attentivement. Merci bien de rester toujours fidèles sur Congo Web Télévision. Eh bien, c'est l'heure, je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de rester fidèles à la chaîne Haute Définition. Au revoir et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. Bye bye.